L'Iran a fait un mauvais choix. Maintenant, ils en paient le prix. C'est une citation du secrétaire américain à la guerre, Pete Hegseth, après que le CGRI a tiré sur un navire dans le détroit d'Ormuz et a déclaré la voie navigable fermée jusqu'à nouvel ordre. La situation s'est dramatiquement aggravée au cours des dernières heures et les implications vont bien au-delà du Moyen-Orient. Voici les dernières nouvelles dans Jérusalem Minute. Bon retour dans Jérusalem Minute sur JNS TV. Alex, d'après le président Donald Trump, le cessez-le-feu avec l'Iran est terminé. Le CENTCOM affirme avoir mené 300 frappes cette semaine après que l'Iran a attaqué les navires dans le détroit d'Ormuz. Pourtant, les négociations vont se poursuivre. Que savons-nous à cette heure-ci? Eh bien, comme vous l'avez dit, le protocole d'accord est terminé, ce qui signifie que l'Iran a attaqué des navires dans le détroit même pendant ce processus de négociation. La principale chose que le président Trump voulait avec ce cessez-le-feu, c'était un cessez-le-feu en échange de l'ouverture du détroit d'Ormuz, n'est-ce pas? Tout le reste était vraiment ouvert à la négociation. Et la seule chose que les Iraniens ont refusé d'accorder, c'était l'ouverture du détroit d'Ormuz. Et je l'ai dit dès le début, lorsque le cessez-le-feu a été déclaré. Vous savez, tout le monde en Israël était très contrarié par la situation. J'ai dit qu'il y a essentiellement 3 choses auxquelles je fais confiance dans la situation actuelle. La première, c'est le désir et la capacité de nos ennemis à rester nos ennemis. Ils ne peuvent pas s'en empêcher. Ils veulent continuer à être les ennemis d'Israël. Ils veulent être les ennemis des États-Unis. Deuxièmement, je fais confiance à la capacité du Premier ministre à naviguer dans des eaux très difficiles, pas seulement dans le détroit d'Ormuz, mais dans toute cette guerre. Il a dû composer avec plusieurs administrations américaines. Il a dû faire face au Hamas, au Hezbollah, aux Houthis, à l'Iran, aux Qataris, aux Turcs. Il doit gérer beaucoup de choses. Et je pense qu'il a prouvé qu'il était très habile à gérer des circonstances très difficiles. La troisième chose en laquelle nous pouvons avoir confiance ici, c'est l'ego du président Trump. Et si les Iraniens continuent de menacer l'ego de Trump et essaient d'humilier le président, à un moment donné, je pense que le président se réveillera. Il n'est même pas vraiment clair pourquoi, après avoir infligé autant de dégâts à l'Iran, il voudrait s'arrêter et offrir une bouée de sauvetage dès le départ. Mais bien sûr, les États-Unis et Israël sont infiniment plus puissants que l'Iran sur le plan militaire. Et donc, la pause ne nuit pas vraiment à la capacité des États-Unis ou d'Israël de continuer à se battre militairement si besoin. Et je pense que ce que nous voyons maintenant, c'est que le président perd très rapidement patience avec les Iraniens. Dès l'annonce du cessez-le-feu, nous avons souligné que l'histoire n'était pas finie. Ici, vous constatez qu'elle ne l'est toujours pas. En même temps, vous pouvez voir que le président cherche à adresser aux Iraniens un message sur le plan militaire afin de conserver une menace militaire crédible comme option. Mais il ne semble pas pour l'instant que le président veuille s'engager pleinement dans un nouveau conflit qui durerait aussi longtemps que nécessaire. Il s'agit d'une opération militaire conçue pour envoyer un message aux Iraniens. Alex, voyons l'un des nombreux extraits sonores du président Trump de cette semaine lors du sommet du G7. Il a dit que l'Iran était de la racaille, qu'ils étaient des menteurs et fous. Regardons cet extrait. Le cessez-le-feu est-il terminé ou fini? Le protocole d'accord est-il mort? C'est une question très intéressante. Pour moi, je pense que c'est fini. Je ne veux plus avoir affaire à eux. Ce sont des ordures. Tu sais ce que c'est, des ordures? Ce sont des ordures. Ce sont des gens malades. Ils sont dirigés par des gens malades. Et ce sont des gens vicieux, violents. S'ils avaient une arme nucléaire, ils l'utiliseraient. Pour moi, c'est fini. Je vais voir nos négociateurs. Traiter avec eux est une perte de temps. Ce sont des menteurs. On conclut un accord. Si je le fais avec lui, on a un accord. Il sort, il parle, on s'entend. Tout le monde gagne. Pas d'armes nucléaires. On va conclure un accord. Ils sortent, parlent à la presse. Ils disent qu'on n'en a même jamais parlé. Il y a quelque chose qui ne va pas chez eux. Ils sont cinglés. En ce qui me concerne, c'est terminé. Les discussions avec l'Iran ne reprendront-elles pas? Je m'en fiche. Ils peuvent parler, mais ils perdent leur temps. C'est une bande de menteurs. Le président a écouté sur place. Les discussions continuent, mais le cessez-le-feu et le protocole d'accord sont terminés. Ouais, vous savez, souvent, quand on regarde le président Trump, il est fanfaron et vous savez, il grossit la situation. Je pense que c'est l'un des extraits les plus marquants que nous ayons eus du président depuis longtemps. Et je suis d'accord avec chaque mot qu'il dit ici. Et vous savez, la question est,
Pourquoi pensait-il qu'on pouvait négocier avec les Iraniens? Vous savez, il existe des manuscrits sur le comportement des Iraniens lors des négociations. Et c'est comme si vous pouviez obtenir un doctorat en stratégie de négociation iranienne ici. Il négocie à partir d'une position de faiblesse. C'est le seul moment où vous entreriez en négociation si vous êtes l'Iran. C'est pour vous sauver et vous préserver. Et ce qu'ils cherchent à faire, c'est à prolonger les négociations et à rééquilibrer les rapports de force. Trump lui-même s'est même vu poser la question il y a quelques semaines. Il a été cité directement lorsqu'il a répondu sous forme de question, rappelant qu'en 2020, il avait dit que les Iraniens n'ont jamais gagné une guerre, mais n'ont jamais perdu une négociation. Donc la question est, vous savez pourquoi négociez-vous avec eux pour commencer? Et il dit ici, vous savez, ce sont des menteurs, des tricheurs, des ordures. Et il a dit que le protocole d'accord est terminé. Maintenant, la question est, vous savez, pourquoi continuez-vous à négocier? Et il a dit, je crois qu'il a dit que, vous savez, Witkoff et Kushner, ce sont de bonnes personnes, mais qu'au final, il négocie avec le président. Il a dit qu'il pourrait discuter, mais il pense que c'est fini. Donc, il est difficile de savoir exactement quelle est sa position là-dessus et ce qu'il veut voir. Il semble clair qu'il ne veut pas un retour complet au combat, mais il commence à prendre de plein fouet les réalités du Moyen-Orient. C'est-à-dire que les Iraniens cherchent à obtenir un avantage maximal et à humilier les États-Unis, et en particulier le président, avec leur stratégie de négociation. Pour vous montrer à quel point l'Iran ment, hier ils ont affirmé que leurs attaques contre des navires dans le détroit d'Ormuz étaient des accidents ou des erreurs. Et puis ce matin, ils ont carrément annoncé qu'ils avaient fermé le détroit d'Ormuz et ensuite ils ont attaqué un autre navire. Donc évidemment, ce n'est pas une erreur, ce sont des attaques délibérées. Et ils ont aussi lancé des missiles sur différents pays, encore une fois, au Moyen-Orient, Bahreïn, le Koweït, la Jordanie. Et les gens se demandent maintenant, est-ce seulement une question de temps avant qu'ils ne se tournent vers Israël? Oui. Je veux dire, je pense qu'avant de parler de stratégie militaire, il faut écouter les experts, tu sais, sur ce sujet. Tu sais, il y a deux experts en particulier que j'ai écoutés au fil des années. Le docteur Harold Rood, qui a passé du temps en Iran avant la Révolution et qui s'est occupé du dossier iranien pendant de nombreuses années. Il était au Pentagone. Aussi, Bernard Lewis, qui est le principal spécialiste du Moyen-Orient, la culture et la philosophie. Tu sais, et j'ai interviewé ces deux-là, ainsi qu'une quinzaine d'autres personnes dans un film documentaire que j'ai réalisé, intitulé Iranium, en 2010. Et le principal enseignement qui est ressorti de ce documentaire, c'est qu'on ne peut pas leur faire confiance. La destruction mutuelle assurée, comme les États-Unis l'avaient avec l'Union soviétique, ne fonctionne pas avec les Iraniens, parce qu'ils ont une philosophie religieuse. Ce qui signifie que s'ils se retrouvent dans une sorte de grande conflagration, cela entraînera, selon leurs croyances religieuses, la venue du Mahdi, leur Messie. Et tout le monde a essayé de contrer cela en disant que les Iraniens sont des acteurs rationnels. D'accord, si les Iraniens étaient des acteurs rationnels ici, regardez ce que les États-Unis proposent. Vous savez, ils proposent un allègement des sanctions. Ils proposent que l'argent afflue. Ils proposent de réintégrer l'Iran dans la communauté des nations. Les États-Unis veulent seulement en retour la liberté de navigation comme avant la guerre et l'absence d'armes nucléaires. Et vous voyez très clairement que les Iraniens ne sont pas prêts à abandonner leur programme nucléaire, même si ce programme nucléaire a été pratiquement anéanti et qu'ils ne sont pas prêts à ouvrir le détroit d'Ormuz. Donc, vous l'avez mentionné plus tôt, vous savez pourquoi le président Trump continuerait-il à négocier? En plus de tout ce que nous venons de mentionner, Israël a en fait découvert un complot visant à assassiner le président Trump. Israël partage des renseignements avec les États-Unis, selon le Wall Street Journal, et cela a même été confirmé ce week-end par l'ambassadeur américain en Israël, Mike Huckabee, sur Fox News. Regardons cet extrait. Cette semaine, les services de renseignement israéliens ont averti notre camp, le président et nos responsables qu'il existait un complot très précis visant à éliminer le président Trump. C'est assez sérieux. Vous savez, on ne peut pas simplement faire ce genre d'affirmation. Je pense qu'il est important que les Américains comprennent que ce que disent et font les Iraniens n'est rien de différent de ce qu'ils font depuis 47 ans. Voilà donc un complot pour assassiner le président Trump. Le président a réagi ce week-end sur Truth Social, disant qu'il a 1000 missiles prêts à être lancés, pointés vers la République islamique d'Iran, avec des milliers d'autres qui suivront immédiatement.
il a en fait terminé cette déclaration en disant « Louange à Allah » signé par le président des États-Unis. Discutons de ce complot visant potentiellement à assassiner le président Trump. Ensuite, sa réponse. J'ai de nouveau demandé « Pourquoi reprendre les négociations ? Est-ce lié au prix du pétrole, au marché pétrolier, à l'économie ou aux élections de mi-mandat ?» Ils affirment vouloir agir et afficher récemment de grandes pancartes lors des funérailles de l'ayatollah promettant 100 millions de dollars pour la tête du président Trump. Analysons cela. Je doute que les Iraniens aient 100 millions de dollars disponibles. J'en doute. Vous savez, peut-être 100 millions de rials, ce qui serait probablement l'équivalent de, vous savez, quelques dollars. Mais vous voyez que les Iraniens ne complotent pas seulement en coulisses pour tuer Trump, ce qu'ils ont fait à plusieurs reprises. Il y a eu plusieurs complots. Vous savez, il y a seulement quelques semaines, un complot visant à tuer la fille de Trump, Ivanka, a été révélé qui aurait été lié à l'Iran. Vous avez vu tous les pancartes lors des processions funéraires appelant à tuer Trump. Bien sûr, cela s'est passé lors d'une procession funéraire pour l'ayatollah Khomeini, qui était le guide suprême de l'Iran, qui a été assassiné par Israël dans le cadre d'une guerre menée par les États-Unis et Israël contre l'Iran. Donc, vous pouvez comprendre, eh bien, si vous êtes en guerre, alors si vous tuez notre dirigeant, nous tuerons votre dirigeant, n'est-ce pas? Maintenant, vous pouvez aussi voir ici un petit aperçu des renseignements qu'Israël possède et qu'il transmet en permanence aux États-Unis. Et il n'est pas très clair pourquoi Mike Huckabee a révélé cette information, car beaucoup des renseignements qu'Israël transmet aux États-Unis ne sont pas partagés avec le public. Mais ici, je pense que vous, parce que vous êtes dans une situation critique, vous voulez que le public américain comprenne pourquoi le président Trump est si en colère. Il y a de véritables menaces incroyables contre Trump. Ils essaient d'éliminer le président des États-Unis. Le président a déjà survécu à plusieurs tentatives d'assassinat. Il a parlé du fait qu'être président des États-Unis est l'une des professions les plus dangereuses actuellement en termes de risque de mort et d'assassinat. C'est vrai. Et nous devons simplement voir où cette histoire va nous mener. Alex, comme on l'a dit, l'Iran a attaqué d'autres pays du Moyen-Orient. Et d'après ce que je comprends, il participe désormais aux frappes aux côtés des États-Unis. Et à ce stade, Israël n'est pas impliqué militairement à notre connaissance. Mais nous avons vu l'Iran s'en prendre à des pays de toute la région. Ils ont tiré sur la Jordanie, ils ont tiré sur les Émirats arabes unis, ils ont tiré sur le Koweït et le Qatar. Et ce que nous avons également constaté, c'est qu'en représailles, il y a eu des rapports faisant état de frappes à l'intérieur de l'Iran sans identifier clairement quel pays était impliqué dans ces frappes. On pense que les Émirats arabes unis pourraient participer aux frappes et qu'il y a eu des réunions d'urgence entre le Koweït, le Qatar et d'autres au sujet des réponses. Et donc, on observe ici un changement dans la guerre, parce que pendant l'opération Epic Fury, ces 6 semaines où Israël et les États-Unis volaient côte à côte, dans l'ensemble, je ne veux pas dire exclusivement, parce qu'il y a eu quelques rapports limités selon lesquels peut-être que les Émirats ont fait quelque chose en cours de route ou que les Qataris ont agi à un moment donné, ce qui était sans doute surtout symbolique face aux opérations massives des États-Unis et d'Israël. Mais ici, vous voyez que ce sont les pays arabes qui sont premièrement la cible de l'Iran et deuxièmement qui participent aux côtés des États-Unis. Et il est intéressant de noter, bien sûr, que le seul pays qui ne tire pas en ce moment est Israël. Mais il faut savoir qu'Israël est prêt à frapper. La raison pour laquelle Israël ne participe pas à cela en ce moment, c'est que si Israël s'implique, ce ne sera pas une frappe symbolique. Ce ne sera pas une frappe pour envoyer un message au cas où l'Iran n'ouvrirait pas le détroit d'Ormuz. Si Israël s'implique à nouveau, on voit ici une escalade. Nous l'avons constaté sur tous les fronts de cette guerre. Mais vous savez, après qu'Israël, commence à assassiner Ismail Haniyeh, le chef du Hamas, à Téhéran. C'est une frappe limitée. Ensuite, vous voyez l'Iran riposter après la frappe de Khaneh et aussi l'assassinat de Hassan Nasrallah à Beyrouth. L'Iran lance une salve de missiles balistiques. Ensuite, Israël effectue une frappe symbolique avec son armée de l'air à l'intérieur de l'Iran, détruisant certains systèmes de défense aérienne, démontrant ainsi aux Iraniens qu'ils peuvent frapper avec précision à l'intérieur de l'Iran.
Plus tard, vous assistez à la guerre de 12 jours où Israël frappe des cibles stratégiques, suivie ensuite de l'opération Marteau de minuit des États-Unis où les bombardiers B-2 frappent le réacteur nucléaire souterrain de Fordo. Ensuite, vous avez vu une campagne de 6 semaines menée côte à côte avec les États-Unis. Croyez-moi, si Israël s'implique à nouveau dans cela, ils iront jusqu'au bout. Il n'y aura plus rien pour retenir Israël à ce moment-là, sans parler du fait que les Iraniens vont commencer à tirer tout ce qu'ils ont contre Israël. En ce moment, il est très intéressant de voir que les Iraniens ne veulent pas entraîner Israël dans la guerre. Ils frappent presque exclusivement en ce moment des pays du Golfe qui sont des pays arabes, parce que lorsque vous frappez ces pays-là, cela met la pression sur les États-Unis, n'est-ce pas? Israël peut se défendre tout seul. Le ministre de la Défense, Israël Katz, a déclaré la semaine dernière qu'Israël est prêt à affronter l'Iran seul. D'accord? Ils n'ont même pas besoin des États-Unis à ce stade en termes de capacité. Donc, vous voyez que la dernière chose que l'Iran souhaite, c'est qu'Israël soit impliqué. Ils préféreraient tenter leur chance en ce moment contre les États-Unis parce qu'ils croient que le président Trump est sensible à leurs appels à la négociation, n'est-ce pas? Qu'ils ont des choses qu'ils peuvent promettre au président comme l'ouverture du détroit d'Ormuz. Israël ne se soucie pas que le détroit d'Ormuz soit ouvert ou non. Israël n'obtient pas son gaz ou son pétrole par le détroit d'Ormuz. Ils voient l'Iran comme une menace existentielle. Le détroit, l'ego du président ou de Netanyahou ne les intéresse pas. Il ne s'agit pas d'ego ici. Donc les Iraniens ne veulent pas qu'Israël soit impliqué, parce que si Israël s'implique, ils vont éliminer le reste de la direction. Ils vont tout faire pour provoquer le renversement de ce régime une bonne fois pour toutes. Donc les Iraniens se disent « Hey, tentons notre chance avec les États-Unis ». Et c'est intéressant parce que les États-Unis sont une puissance bien plus forte que l'État d'Israël. Mais d'une certaine manière, Israël représente une menace bien plus puissante pour l'Iran, même plus que les États-Unis. Oui, Alex, comme tu l'as dit, Israël est prêt à agir. Et de l'autre côté, les FDI disent qu'elles sont prêtes à toute éventualité si en effet l'Iran commence à lancer des missiles, une fois de plus. Oui. Et ce n'est pas parce qu'Israël est à l'écart en ce moment qu'Israël va rester à l'écart sur le long terme, n'est-ce pas? Oui, ça pourrait changer en une seconde. Cela peut changer pour plusieurs raisons. Cela pourrait changer si l'Iran tire sur Israël. Encore une fois, ce serait un déclencheur qui ramènerait Israël dans cette guerre. L'autre déclencheur, c'est si le président Trump dit « Israël, nous voulons que vous participiez ». Si le président dit au premier ministre Netanyahou « Nous voulons que vous combattiez à nouveau à nos côtés ». Devinez quoi? Comme je l'ai dit, Israël est prêt à agir. Et de la même manière, le président était prêt à voler aux côtés des pilotes de chasse israéliens pendant Epic Fury. De la même manière que les États-Unis étaient prêts à larguer la mer de toutes les bombes, les bunker busters sur Fordo. Si le président dit « Nous avons bien travaillé ensemble et nous voulons à nouveau combattre ensemble », Israël interviendra. Oui, tout à fait. Je souhaite maintenant changer de sujet. Alex, comme mentionné, le G7 a vu de nombreuses déclarations. Nous avons aussi parlé de la Turquie la semaine dernière. Le président Trump a annoncé mardi que son administration travaille activement à lever les sanctions existantes contre la Turquie en déclarant que nous ne voulons pas sanctionner nos amis. En même temps, il a évoqué la question des F-35 et il semble que le président avance dans la fourniture de ses avions à la Turquie. Regardons cet extrait. Je peux vous dire que nous allons lever les sanctions. Nous ne voulons pas sanctionner des amis, c'est simple. Il y a beaucoup de gens que nous pouvons sanctionner et nous sanctionnons déjà. Nous ne voulons pas sanctionner des amis. Et grâce au président, vous savez, nous avons une très bonne relation avec le nouveau dirigeant de la Syrie. Et il a fait un travail remarquable. En 1 an et demi, il a rassemblé tout le pays. Alex, parlons d'abord de la Turquie. Il refuse encore de sanctionner ses amis. La Syrie viendra ensuite. Ils ont parlé des F-35 et le Premier ministre Netanyahou s'est en fait exprimé lors d'une interview, je crois, dans une agence de presse américaine ces derniers jours, évoquant son opposition à la vente de ses avions à la Turquie par les États-Unis. Regardons cet extrait. Le président Trump est actuellement en Turquie. Il a déclaré ce matin qu'il envisagerait de vendre des avions de chasse F-35 à la Turquie, ce qui revient sur une interdiction qu'il avait mise en place. Vous avez dit hier que cela, je cite, « bouleverserait l'équilibre des pouvoirs au Moyen-Orient ». L'avez-vous clairement fait savoir au président Trump? Oui, en fait, je lui en ai parlé à plusieurs reprises.
Et je pense que tout le monde comprend que, malgré l'amitié personnelle que le président Trump entretient avec Erdogan, cela ne fait pas de la Turquie un pays ami des États-Unis. C'est un régime qui est infiltré par les frères musulmans, lesquels détestent les États-Unis. Il héberge le Hamas, les terroristes du Hamas, il les soutient, il les finance, il a jeté tous ses opposants en prison. Il menace de détruire mon pays, l'unique État juif. Son numéro 2 dit que nous n'avons pas notre place parmi les nations. Et vous savez ce que cela signifie. Et comme le dit le numéro 3, le ministre de l'Intérieur, il a hâte d'être le gouverneur de Jérusalem. Bonjour. Alex, je veux évoquer les implications pour Israël. Mais Netanyahou, le Premier ministre, met surtout en garde le président Trump. Sois prudent avec ce grand ami. Tu as répété qu'Erdogan est un grand dirigeant, que la Turquie n'est pas amie avec les États-Unis et que les frères musulmans sont présents partout. Que peut-on penser de tout ce triangle, Netanyahou, Trump et la Turquie? Eh bien, Disons que nous prenons le président au mot. Et j'étais à la Maison-Blanche avec le président et le premier ministre à un moment donné, lorsque, vous savez, Netanyahou soulevait des inquiétudes au sujet d'Erdogan et de certaines de ses déclarations agressives qu'il faisait déjà, même il y a plusieurs mois. Et le président a dit à ce moment-là, il a dit « Je vais servir de médiateur entre vous, entre Israël, Netanyahou et Erdogan de Turquie. Tu sais, si tu as un problème, Bibi, tu m'appelles. Je m'assurerai qu'Erdogan ne fasse rien. » Et le président a justement dit cette semaine que la Turquie aurait très facilement pu entrer en guerre aux côtés de l'Iran, mais Trump a appelé Erdogan et la Turquie n'y est pas allée et n'est pas entrée en guerre. Et c'est ça le problème. D'accord. Le problème réside dans ce que le président Trump vient de dire, en gros que la Turquie a les moyens et la volonté d'entrer en guerre. Et la seule raison pour laquelle la Turquie n'est pas entrée en guerre, c'est parce que le président lui a demandé de ne pas le faire. Parce qu'Erdogan cherche à obtenir des avantages du président Trump aux États-Unis et il se rend compte que s'il entre en guerre, il y aura des conséquences à cela. En ce qui concerne la non-levée des sanctions, le fait de ne pas obtenir les F-35 et éventuellement des mesures punitives au sein de l'OTAN. Donc, vous savez, Erdogan pèse ses intérêts ici face aux États-Unis, mais seulement parce que le président Trump dit à quel point Erdogan est merveilleux, ce qui, vous savez, augmente la cote d'Erdogan dans le monde entier. Et il ne propose que des récompenses, jamais le bâton. Alors, où est le problème? Le problème, c'est que si vous dites à Erdogan, « D'accord, la raison pour laquelle je vous ai demandé de ne pas entrer en guerre contre l'Iran est que vous ne l'avez pas fait. Donc, ce que je vais faire en guise de cadeau pour cette gentillesse, c'est que je vais maintenant vous donner les outils dont vous avez besoin pour combattre Israël dans une guerre, n'est-ce pas? Ça n'a pas de sens. n'est-ce pas? S'il disait « Écoutez, vous vous comportez bien, nous allons lever les sanctions », cela aurait du sens. Il y avait des sanctions contre vous, c'était difficile, mais je vois que vous changez et agissez bien. Je vais lever les sanctions économiques pour que vous puissiez continuer à prospérer en tant que pays grâce à votre solide gestion économique. Mais ce n'est qu'une partie de ce que demande Erdogan. Il demande des F-35 qui représentent une menace directe pour Israël. De plus, nous avons mentionné que ces sanctions ont été mises en place parce que la Turquie achète les systèmes de défense antimissiles S-400, n'est-ce pas? Donc, il y a aussi une menace pour le renseignement ici. Si les S-400 arrivent à être testés avec des F-35 dans le ciel de la Turquie, vous savez, vous fournissez des informations sur la furtivité des F-35 aux Russes. C'est quelque chose que vous ne voulez pas faire non plus, n'est-ce pas? La Russie combat l'Ukraine, constituant une menace pour l'Europe et l'OTAN. Il ne faut donc pas accorder le moindre avantage à la Russie. Donc, vous savez, je pense qu'il y a un problème ici parce que, disons que Trump a raison et qu'il a cette relation avec Erdogan. Il peut ramener Erdogan du bord du gouffre. Eh bien, c'est un gouffre assez profond parce qu'Erdogan et ses adjoints tiennent actuellement des propos très, très extrêmes du genre de ceux que nous entendions de l'Iran pendant de nombreuses années. Et le premier ministre Netanyahou a déclaré que lorsqu'on menace de vous rayer de la carte, il faut le prendre au sérieux. Alors, disons que Trump peut retenir Erdogan. Eh bien, Trump ne restera pas longtemps président. Et l'autre chose, c'est que, comme Netanyahou l'a mentionné ici, le numéro 2, Fidan, le ministre des Affaires étrangères de la Turquie, le ministre de l'Intérieur de la Turquie, ce sont des successeurs potentiels d'Erdogan.
Si vous jugez Erdogan extrémiste, regardez ses successeurs potentiels. Ils sont tout aussi extrêmes et pas plus rationnels. En fait, ils sont même encore plus agressifs dans leurs revendications contre Israël et dans leur désir de rétablir un empire ottoman au Moyen-Orient. Alex, pendant le sommet, le président Trump a rencontré le président syrien Ahmed al-Shara, alias al-Jolani, marquant la première rencontre en 25 ans entre un président américain et un dirigeant syrien. Tu les as vus là-haut? On dirait une vraie bromance, si je puis dire, entre le président Trump et al-Shara. Aussi, je trouve essentiel qu'on ait interrogé le président Trump sur la Syrie et la liste américaine des États soutenant le terrorisme. Et le président a dit, je cite, « La Syrie est devenue très stable. Elle a vraiment été stabilisée et nous en sommes fiers. » Et il envisage de retirer la Syrie de cette liste des États soutenant le terrorisme. Le président aime vraiment al-Shara. Je veux dire, il l'a très clairement montré. Eh bien, quand on regarde la région, on dirait que le président des États-Unis respecte les hommes forts, d'accord. Il respecte Erdogan, il respecte al-Shara, il respecte Al-Thani au Qatar, il respecte le maréchal du Pakistan. Et dans une certaine mesure, vous voyez, il a aussi énormément de respect pour Netanyahou. Même s'il n'est pas d'accord avec Netanyahou, il le respecte parce que Netanyahou est fort. Vous savez, en ce qui concerne ce qu'al-Shara a fait en Syrie, comment a-t-il créé la stabilité? En inspirant la peur. Je veux dire, ils ont tué des Alaouites, ils ont tué des chrétiens, ils ont tué des Druzes. Israël a dû en fait attaquer à l'intérieur de la Syrie pour protéger la minorité druze qui s'y trouve. Rappelez-vous qu'en Israël, il y a, je crois, environ 150 000 Druzes également. Donc vous voyez, Israël intervient pour protéger ces minorités. Au cours des derniers mois, cela a été relativement calme d'après tout ce que nous suivons ici. Savons-nous si al-Shara est un partenaire fiable pour la paix? Je ne pense pas qu'il y ait une raison de supposer que quelqu'un soutenu par la Turquie et qui a, du moins dans son passé, des liens avec Al-Qaïda devrait être digne de confiance. Mais pour le président Trump, la situation semble s'être un peu stabilisée. Et je suppose qu'en tant qu'alternative à Bachar el-Assad, la situation n'est peut-être pas forcément pire, mais c'est certain, vous savez, que voici ce genre de situation où l'on se demande si le diable qu'on connaît n'est pas préférable à celui qu'on ne connaît pas. Nous commençons à nous habituer à traiter avec al-Shara. Donc maintenant, al-Shara est le diable que nous connaissons. Oui, absolument. Alex, je voudrais aussi que nous nous concentrions sur Gaza si possible. Le Board of Peace de Trump prépare une zone humanitaire pilote dans le sud de Gaza pour abriter ce qu'ils appellent des civils palestiniens soigneusement sélectionnés, hors du contrôle du Hamas. Le but, selon le plan, est de créer des zones humanitaires sécurisées où les civils peuvent accéder à un abri et à des services de base en dehors du contrôle du Hamas. Pendant que le processus plus large concernant la gouvernance, la sécurité et le désarmement se poursuit selon des sources ici. Donc, cette zone, je suppose, fait partie de la deuxième phase du plan en 20 points du président Trump. Le Hamas affirme toujours qu'il ne désarmera pas, mais il semble que le Board of Peace va être activement présent sur le terrain et s'impliquer dans la situation à Gaza. Eh bien, en théorie, le concept même de zone humanitaire n'est pas problématique, n'est-ce pas? À condition qu'il soit garanti qu'il s'agit d'une zone sans Hamas, d'une zone sans violence. Si l'on parle de fournir un abri, c'est-à-dire des tentes et de la nourriture, vous savez, je ne pense pas qu'Israël va vraiment s'en plaindre. Je pense que le problème ici, c'est que la zone serait administrée par le Comité national pour l'administration de Gaza, soutenu par les États-Unis, le NCAG, et également sécurisée par une sorte de force multinationale internationale de stabilisation, l'ISF. Donc la question est, qu'est-ce que ce NCAG? Qu'est-ce que ce comité? Il sera dirigé par des Palestiniens. Et la question c'est, est-ce simplement une couverture pour le Hamas? La grande menace ici, c'est que le Hamas dise, d'accord, vous avez gagné, nous ne sommes plus aux commandes. D'accord. Maintenant, il y a certains Palestiniens qui ont été placés à la tête et c'est eux le comité directeur, pas nous. Mais le Hamas ne se désarme pas complètement. Et ce comité national pour l'administration de Gaza sert en quelque sorte de couverture pour permettre au Hamas d'opérer. Surtout parce qu'il a été mentionné dans certains rapports que le Comité national pour l'administration de Gaza a l'intention de travailler avec le Hamas, n'est-ce pas? En somme, c'est comme si c'était les terroristes
face aux terroristes en costume, illustrant la différence entre le Hamas et les autorités palestiniennes. Autorité? Mahmoud Abbas est un terroriste, mais il porte un costume, contrairement à Yasser Arafat, qui arborait toujours un kéfier et brandissait un pistolet. Mahmoud Abbas dit donc « Je suis différent, je suis modéré, regardez-moi, je porte un costume ». Mais il ne fait que poursuivre, il poursuit les objectifs de Yasser Arafat, il le fait simplement en portant un costume. Al-Shara est un terroriste qui a décidé de porter un costume. Voilà en quoi consiste la menace. Et l'autre menace, c'est que si la zone d'aide humanitaire fonctionne bien, qu'il y a la force internationale de stabilisation, que le Board of Peace va dire « Hé, on a de l'élan, regardez, le Hamas est calme maintenant, on peut traiter avec eux. Commençons maintenant la reconstruction. » Et si cela se produit sans le désarmement complet du Hamas, c'est un problème. Si cela se produit sans un programme de déradicalisation, c'est un problème. Et il a déjà été rapporté que Jason Olson, qui était responsable d'un programme de déradicalisation, a démissionné de son poste. Parce qu'il a compris que l'influence des Qataris dans les affaires internes de la bande de Gaza est surestimée. Donc, nous avons beaucoup de raisons de nous inquiéter. Si on parle seulement de nourriture, de tentes et d'une zone humanitaire, eh bien, vous savez, c'est quelque chose que les États-Unis ont essayé de faire même pendant la guerre. Et Israël a toujours été prêt à faciliter l'aide humanitaire. C'est une décision qu'ils ont prise dès le début de la guerre, contribuer à l'aide humanitaire tout en poursuivant les terroristes. Donc Israël contribuera à l'aide humanitaire. Israël n'est pas opposé à l'aide humanitaire. La question est de savoir si les terroristes seront désarmés. Alex, on passe à la suite. Récemment, le maire de New York, Zohar Hamadani, a dit « Oui, je soutiens l'État d'Israël, mais je ne soutiens pas Israël en tant qu'État juif. » Donc, cette semaine, le Premier ministre Netanyahou a répliqué lors de cette interview sur CNN. Regardons l'extrait. Eh bien, il oublie opportunément que la seule démocratie au Moyen-Orient, c'est Israël. 20% de nos citoyens sont en fait musulmans. Et ce n'est pas le cas, mais ils siègent à la Cour suprême, ils sont à la Knesset, notre Parlement, ils sont présents dans tous les domaines de la vie. C'est le seul endroit au Moyen-Orient où vous avez réellement cette égalité dont il parle. Mais il a soutenu, ou ses partisans ont soutenu, le Hamas, ces gens qui tuent des personnes, qui ont décapité nos hommes, violé nos femmes, puis les ont assassinés, brûlé des bébés vivants, et ainsi de suite. Il a dit, du fleuve à la mer, il les soutient. Ce n'est pas juste du cynisme, c'est ridicule et absurde. Voilà, Mamdani devant la caméra disant « Oui, je soutiens l'existence d'un État d'Israël, mais je ne soutiens aucun pays qui se définit comme étant religieusement lié à l'une des grandes religions. Bien qu'il existe de nombreux pays musulmans dans le monde et des pays officiellement chrétiens, c'est pourtant avec l'unique État juif qu'il a un problème. » Je suis sûr que Mamdani s'oppose à l'Arabie saoudite et bien sûr à tous les autres pays religieux. Il s'est vraiment élevé contre eux. Oui, c'est ça. Donc, il y a un pays dans le monde qui se trouve être un État juif. Et ce que Mamdani ne soutient pas à propos d'Israël, c'est que c'est un État juif. Si ce n'était pas un État juif, alors peut-être qu'il le soutiendrait. Et cela a toujours été la menace que, je dirais, la gauche israélienne a promue ici, c'est-à-dire placer ces deux valeurs sur deux piliers égaux. La première est un État juif et démocratique, n'est-ce pas? Mais que signifie démocratique lorsqu'ils affirment qu'il doit être juif et démocratique? Démocratique signifie des droits de vote égaux pour chaque Palestinien entre le fleuve et la mer, entre le Jourdain et la Méditerranée. Donnez-leur le droit de vote à la Knesset, laissez-les élire les dirigeants. Et l'espoir, c'est qu'à un moment donné, on obtienne une réalité démographique démocratique où Israël cesse d'être un État juif parce qu'il est devenu un État démocratique. Et je pense qu'Israël prospère grâce aux principes démocratiques et qu'il devrait continuer à avoir des principes démocratiques. Et le public israélien veut qu'il y ait des principes démocratiques. Mais Israël existe dans son essence non pas pour être un État démocratique, il existe dans son essence pour être un État juif. Un système de gouvernance qui convient à Israël est une démocratie et Israël doit rester attaché aux principes démocratiques, même s'il n'y a pas de constitution en Israël. Il n'y a pas d'équilibre des pouvoirs entre l'exécutif et le judiciaire. Les branches législatives et exécutives du gouvernement sont les mêmes. Il n'y a pas de représentation des États, il n'y a pas de primaires dans les partis. Il y a beaucoup de raisons pour lesquelles Israël est une démocratie très, très imparfaite. Et c'est un sujet pour un autre podcast. Mais
C'est bien de voir Netanyahou riposter à Mamdani. Et vous savez, Mamdani est un haineux. Il va toujours trouver des raisons de ne pas vouloir soutenir l'État d'Israël. Si Netanyahou revient et dit « Vous savez qu'Israël est une démocratie », Mamdani, croyez-moi, il aura une réponse à cela. Encore une raison pour laquelle il ne devrait pas soutenir l'État d'Israël. Absolument. Ce n'est pas un ami de l'État d'Israël ni du peuple juif. Alex, nous avons une information de dernière minute ici. Malheureusement, c'est une triste nouvelle. Je viens tout juste de recevoir cette information alors que nous commençons à enregistrer ici. Le sénateur de Caroline du Sud, Lindsey Graham, est décédé cette nuit d'une maladie brève et soudaine selon un rapport. Le sénateur Graham était surtout connu comme fervent défenseur d'Israël et du droit de ce pays à frapper l'Iran en légitime défense. J'ai eu l'occasion de parler au sénateur Graham, de lui poser des questions au nom de JNS il y a environ 1 an à l'hôtel King David à Jérusalem. Je l'ai entendu s'exprimer à de nombreuses reprises. Donc Israël a perdu un véritable ami ce week-end. Oui. De même, j'ai aussi interviewé le sénateur Graham à de nombreuses reprises, car le sénateur Graham faisait partie des sénateurs qui venaient en Israël plus fréquemment que tout autre. Il venait en Israël plusieurs fois par an. C'est l'un des derniers sénateurs véritablement pro-Israël. Et quand tu le vois partir, tu te demandes quel sera le soutien futur à Israël au Sénat, à la Chambre des représentants. Tu remarques qu'il existe une ancienne génération de sénateurs et de membres du Congrès, ceux qui, tu sais, ont vu Israël pendant les guerres de 1973, 1967, tu sais, ils comprennent les menaces existentielles auxquelles Israël fait face. Ils comprennent aussi les valeurs communes des deux pays. Mais en ce qui concerne Lindsey Graham en particulier, tu sais, il a été, comme tu l'as mentionné, un fervent soutien à Israël. Il a été un grand soutien des ventes d'armes américaines à Israël, un grand soutien des programmes d'aide militaire pour Israël. Il a été un fervent partisan des accords d'Abraham et de la normalisation économique entre Israël et les pays du Golfe, et il a aussi été un très grand défenseur de la normalisation entre Israël et l'Arabie saoudite. Oui. Et comme vous l'avez dit, il comprenait aussi très bien que l'Iran représentait une menace non seulement pour Israël, mais aussi pour la stabilité de tout le Moyen-Orient. Et il était un fervent partisan des frappes du président contre l'Iran et des frappes israéliennes contre l'Iran. Ce que je dirais, c'est que Lindsey Graham était aussi un partisan d'une solution à 2 États. C'est vrai. Vous savez, et c'était un domaine sur lequel j'ai toujours été en désaccord avec Graham, mais lui, ces dernières années, utilisait cette sorte de démarche en faveur d'une solution à 2 États ou quelque chose comme ça. Je pense qu'il était satisfait d'une sorte de, d'une poussée vers un État au rabais pour les Palestiniens, parce qu'il croyait qu'en faisant cela, qu'une certaine reconnaissance de l'État palestinien mènerait à une normalisation entre Israël et l'Arabie saoudite. Donc, il a regardé ça dans ce contexte. Mais c'est aussi pour vous montrer que même ceux qui ne sont pas d'accord avec vos politiques à 100% peuvent quand même être vos amis et vos alliés au final. Et donc, je sais que le premier ministre Netanyahou a beaucoup d'affection et d'estime pour Lindsey Graham. Je pense que tous les Israéliens ici, en apprenant cette nouvelle, vont être attristés par sa disparition. Et nous ne pouvons qu'espérer avoir plus de membres du Congrès et de sénateurs qui ont une forte affection pour Israël comme Lindsey Graham, même s'il y a des désaccords sur certaines politiques. Absolument. Reposez en paix, sénateur Lindsey Graham. Et c'est tout pour le Jérusalem Minute de cette semaine, ici sur JNS TV. Josh Eisen, ici, correspondant pour JNS, aux côtés du PDG Alex Kraman. Assurez-vous de vous abonner. Assurez-vous de découvrir tout le contenu incroyable sur JNS TV. Donnez-nous un super merci et rendez-vous sur jnss.org pour toutes les dernières nouvelles de dernière minute d'Israël, du Moyen-Orient et du monde juif entier. Un grand merci à l'équipe technique ici à JNS TV et on se retrouve la semaine prochaine pour Jérusalem Minute ici sur JNS TV.